madame, bonjour monsieur. Ils nous avaient promis de revenir, ils sont là. Frédéric d'Espagne, et non pas d'Espagne, mais d'Espagne. Bravo Gérard. Oui, je vais te le répéter à Bonjour. chaque fois. Emmanuel, de Bonjour Rénal. Gérard, bonjour à vous tous. Après de Rénal, il n'y a pas quelque chose d'autre de Rénal, de C'est Figu, pour de que c'est, Saint. oui, sans doute. Ouais. Deux corvées de chiottes demain matin, de bonne heure. Christian de Bouton, De boutons, n'est-ce pas? maestro en musique. Bon, on ne dévoile pas ce que tu... On Non. garde pour la fin. C'est toi qui dirige. Voilà, jingle, actualité. On va commencer par la Guyane où Jean-Victor Castor, il n'était pas en Guyane quand il a interrogé le gouvernement, ça va de soi, il a fait au Parlement, que tu as interrogé le gouvernement sur une reprise des discussions sur l'autonomie de la Guyane. Qui c'est qui traite ça? C'est moi. Oui. Alors, qui est Jean-Victor Castor? Castor. C'est un député guyanais, membre du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, le MEDS, à l'Assemblée nationale. Et il siège avec le groupe GDR, qui est le groupe Gauche démocrate républicaine, classé plutôt à gauche. Oui. Et lui, il défend des positions centrées sur la souveraineté territoriale de la Guyane et la préservation de la biodiversité. C'est un vrai sujet en Guyane. C'est peut-être même le premier ferment de biodiversité française, il est en Guyane. Et la lutte contre les activités illégales. Alors, en Guyane, on parle beaucoup d'orpaillage illégal, on parle beaucoup de pêche illégale. Donc, lui, il est vent debout contre ces pratiques. Et lui, donc, il défend un discours autonomiste. Donc, selon lui, l'autonomie de la Guyane consiste en une gestion locale renforcée avec un maximum de compétences. Donc, c'est un discours qu'on entend aussi chez nous. Et donc, c'est cette position qu'il défend à l'Assemblée nationale quand il s'exprime. Voilà. Et il milite pour un statut propre dans la Constitution, c'est son discours, à l'image de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Voilà en gros sa position. Et donc, le 1er juillet dernier, il a interpellé le gouvernement français sur la reprise des discussions autour de l'autonomie guyanaise. Voilà, en ouvrant forcément le débat, qui est un débat toujours sensible dès lors qu'on parle d'évolution statutaire ou de pensée autonomiste, avec toutes les dérives qu'on peut craindre ou les souhaits qu'on peut avoir légitimement. Voilà, donc en gros, pour essayer de résumer un petit peu ce qu'on peut dire d'intéressant sur ce sujet-là, c'est aujourd'hui l'autonomie que lui, il souhaite, elle reste encore floue malgré tout, parce que dès lors qu'on aborde ce sujet, on fait un pas en avant et deux pas en arrière, parce qu'on sait là où on veut aller, mais on sait ce qu'on risque de perdre aussi. Donc c'est un débat qui est toujours un peu ambigu, malgré tout. Et lui, bien évidemment, il refuse de parler d'indépendance. Il sait bien que ce chiffon rouge-là n'est pas productif, donc il reste dans un discours d'autonomie, en gros en disant « donnez-nous plus de moyens d'exercer localement notre pouvoir ». Et face à ça, l'État lui répond assez légitimement qui décide paye, au fond. C'est un peu ça l'échange permanent qu'il y a dans ce type de discussion. Mais il rappelle quand même que la quasi-totalité des élus guyanais ont pris cette position, donc de défendre cette volonté d'autonomie. Et lui, il dénonce les retards, les promesses non tenues, puisqu'il y avait un échéancier qui avait été donné par le gouvernement pour pouvoir reprendre des discussions. Et aujourd'hui, il estime que la France n'est pas encore au rendez-vous de la reprise de ces discussions. Voilà, alors, ces discussions, c'est intéressant peut-être de les remettre dans le contexte spécifique de la Guyane. La Guyane, je vous rappelle, ce n'est pas une île, elle est rattachée à un continent, elle a des voisins. Donc, c'est toujours intéressant de parler de volonté d'autonomie en tenant compte de la réalité des pays qui environnent. Ça permet aussi de savoir pourquoi on veut s'affranchir aussi de la tutelle française. Ce sont des éléments. Alors, j'ai un peu regardé tous les pays qui environnent la Guyane et j'ai constaté deux choses. D'abord, sur deux critères assez simples, qui est le PIB par habitant, ce qu'on produit par habitant. La Guyane est au-dessus de tous ses voisins, sauf du Guyana, qui est aujourd'hui passé devant la Guyane avec le pétrole. Mais le Brésil, tous les autres pays qui l'environnent, le Suriname, ont un PIB très très largement inférieur à celui de la Guyane.
Mais bon, ça n'est pas le critère essentiel. L'autre critère qui me paraît plus intéressant, c'est ce qu'on appelle l'IDH, le critère de développement humain, qui, lui, agrège à peu près toutes les fonctionnalités qu'un État peut fournir à ses citoyens en matière d'éducation, de sécurité, de santé, etc. Et là aussi, l'IDH de la Guyane française est très largement au-dessus de l'IDH de tous les pays environnants, y compris du Suriname. Voilà, donc c'est bien pour ça que le discours autonomiste peut faire craindre, peut faire peur à la population, parce que ce qu'on entend parmi ceux qui observent et qui commentent localement son discours autonomiste, c'est de dire attention à la dérive d'indépendance. C'est toujours le même débat. Hein. Ceux qui refusent ce discours brandissent le risque d'indépendance, qui peut même être, certains parlent même de largage potentiel, qui risquerait de faire perdre ces avantages d'IDH dont bénéficie aujourd'hui la Guyane. Voilà, donc en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que la Guyane a besoin d'air, de confiance, ça c'est certain, c'est légitime de vouloir aspirer à une autonomie de fonctionnement, sans doute d'un nouveau pacte avec l'État. Donc c'est ça qu'il demande, et je pense que sa demande est légitime. Et ce pacte doit être clairement défini, notamment et juridiquement balisé, socialement soutenu. Alors, soit par un nouveau régime d'autonomie à inventer, soit par un renforcement plus fort des règles de décentralisation qui existent, mais qui ne sont peut-être pas complètement exécutées à la hauteur des ambitions des élus locaux. Quand on regarde la masse monétaire qu'exigerait une indépendance ou même une autonomie accomplie, et qu'on a affaire à des gens comme Castor et les autres qui sont des Servat, c'est la Guadeloupe, qui sont des universitaires, on se dit pourquoi ont-ils cette revendication d'autonomie ou d'indépendance? Pourquoi ils ne sont pas plus rationnels et objectifs? Je crois que ça tient à la relation qui existe entre le gouvernement central et puis l'outre-mer. Je crois que de la même façon que l'Afrique tout entière a largué la France comme un vieux torchon sale, qu'en réalité on souffre du parisianisme, on souffre du caractère hautain de ces personnes, du caractère souvent inachevé de leur politique individuelle. Tout comme les régions de France, du sud de la France, de l'est et de l'ouest, souffrent du centralisme parisien. C'est un rapport à l'État central qui est toujours, qu'on perçoit comme étant un rapport de soumission avec beaucoup de rapports hautains de l'État central et de l'État parisien. Et c'est amplifié parce qu'on a 8000 km à minima pour tous ces pays-là. Même la Corse, qui est toute proche, souffre de ça. On ne va pas refaire l'histoire de la Corse, mais on la connaît. Et je pense qu'il y a une leçon à tirer de ça. Au-delà des chiffres, au-delà des revendications idéologiques et autres, il y a un problème de relation. C'est tout bête, c'est tout simple. Quel est le chef d'État qui, comme Chirac ou comme De Gaulle et autres, pouvait entraîner cette ferveur à l'égard de la France, tout comment. Et on disait que vraiment c'était des aliénés, des assimilés. Non, mais simplement que la relation elle était bonne, avec la manne. On va enlever le mot manne, ça paraît être une générosité excessive. Avec quand même les apports financiers qui sont pas suffisants, ça n'est jamais suffisant, mais qui sont importants. Taxation mondiale des multinationales, on va parler encore de fric et d'argent. Trump impose au reste du monde l'exemption des entreprises américaines. C'est un peu complexe, mais tu vas te débrouiller. Ouais. Alors, quand j'ai vu le sujet, je me dis, oh là là, il va me tuer. C'est bien, ça c'est beau. C'est pour éviter. Il va me tuer. Je vais essayer de... Tu vas y arriver. Voilà. Alors, la taxation mondiale, c'est un enjeu central de justice à l'ère de la mondialisation. Tu as bien démarré. Alors, l'OCDE, Organisation de coopération de développement économique, qui réunit de manière générale les pays dits libéraux, dits capitalistes à économie libérale. 38 pays sont membres de l'OCDE. Et ils ont décidé effectivement de mettre en place des règles. Alors, je dis 38 pays font partie de l'OCDE, donc il y a des pays qui ne sont pas dedans. La Russie, l'Inde, le Chili, le Venezuela, et bien d'autres. Et les pays africains. Ils ne sont pas non plus dans l'OCDE. Donc, on peut considérer que ce sont des économies occidentales, globalement, incluant le Japon, tout ça. Alors, l'accord entre l'OCDE vise deux piliers. Premièrement, répartir les droits d'imposition là où les entreprises réalisent leurs profits
et non là où elles sont basées. C'est-à-dire que si tu es dans mon pays, tu fais des profits dans mon pays, c'est là que tu paies tes impôts. OK? Et instaurer un taux minimal d'imposition de 15%. Alors, pour entrer dans le sujet, quand Apple ou Google est à l'étranger, et en France ou au Japon, okay, ils sont soumis à ça, à payer des impôts sur leurs bénéfices. Évidemment, Trump n'est pas d'accord. Trump n'est pas d'accord. Trump dit, c'est pas vrai. Alors, cet équilibre aujourd'hui est remis en cause par Donald Trump qui demande l'exemption, si vous voulez, pour les entreprises américaines. Compliqué, hein? Il est donc hostile à cet accord. Google, je disais Apple et tous les groupes américains sont concernés. Donald Trump rejette l'idée que ces pays taxent les entreprises américaines. Vous avez vu aussi ces taux d'imposition, comme il demande même 200% au Japon ou autre. Et il menace dans ce cadre à plusieurs pays de représailles. Alors, inévitablement, cette position américaine affaiblit l'accord de l'OCDE. Puisque, comme pour d'autres instances internationales, les États-Unis ont un poids économique qui ici font qu'ils se retirent au point fait, quoi. Donc aujourd'hui, il défend ses droits, American First, au mépris et au péril, n'est-ce pas, du maintien de ce type d'accord. Donc c'est une complexité encore pour le monde économique mondial. C'est à suivre. À suivre. Donc c'est un sujet que tu t'octroies, que tu vas le suivre dans le Figaro, Le Monde et autres. Oui, voilà. Je distribue les devoirs de vacances à l'époque. Voilà, en tout cas, voilà ce que je peux vous dire. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Oui, c'était clair. Jingle pour les problèmes de société. Alors, meurtre raciste mis en scène, quelle époque, mon Dieu? Sur les réseaux sociaux, le droit des médias doit s'imposer aux plateformes. Ce qui vaut pour la presse, ce qui vaut pour la télévision, devrait jouer également pour réglementer ces excès et ces outrances des réseaux sociaux. Tu vas nous expliquer ça? Absolument. Alors déjà, je vais rentrer dans le contexte, sans vouloir être glauque, mais il faut que je contextualise. Il y a des crimes racistes qui se sont produits récemment sur les plateformes, des crimes qui ont été annoncés, filmés et commentés sur les réseaux sociaux, sans aucune intervention efficace des dites plateformes. Ouais. Alors, il y a eu le crime de la Grande Combe, avec une suppression de la vidéo, donc déjà réalisée, après signalement, dans le Gard et à Puget-sur-Argent. Alors, le cadre légal standard des médias, il est clair pourtant, c'est que les médias sont soumis à la responsabilité éditoriale pour les contenus qui sont publics et publiés. Et les médias sociaux sont considérés comme des médias. Alors, même si c'est aujourd'hui, ce n'est pas une situation légale, puisque les réseaux sociaux sont régis par ce qu'on appelle le statut d'hébergeur depuis 1996, avec aux États-Unis le Communications Decency Act, à savoir la responsabilité légale des firmes, c'est celle des opérateurs téléphoniques. En 1996, Internet, la Wi-Fi, le haut débit n'existait pas. Donc, ces réseaux sociaux aujourd'hui sont positionnés dans le cadre de ce statut d'hébergeur, sauf qu'aujourd'hui, nous avons des contenus incitant à la haine, au racisme, à l'antisémitisme, aux violences, aux calomnies, enfin, toutes sortes d'insanités. Et il est temps de pouvoir réguler ces plateformes. Les médias sociaux aujourd'hui, les réseaux sociaux expliquent que c'est extrêmement dommageable pour leur système, puisqu'ils n'ont pas les moyens, tenez-vous bien, de pouvoir financer les modérateurs, qui étaient beaucoup plus nombreux à l'époque. On pourrait leur répondre que le temps des GAFA, GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, c'est un engrangement de milliards et de milliards insoumis à la fiscalité des pays. Donc, États américaines, oui, mais ce ne sont pas des sociétés qui ont payé leur tribut dans leur totalité aux pays dans lesquels ils exercent. Donc, il faudrait leur répondre que ces milliards doivent servir
à modérer ces plateformes parce qu'il s'agit d'une question d'ordre public. Et cette question d'ordre public a été très clairement énoncée par l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, qui a le pouvoir d'interdire l'opération sur le territoire de ces réseaux sociaux. Alors oui, on peut s'imaginer une levée de bouclier. Néanmoins, quand on a des sujets qui vont aussi loin comme les crimes, les violences, le meurtre, bien évidemment, et les viols, je pense qu'on est vraiment sur la ligne rouge. On est bien trop borderline, pour reprendre l'expression. Et également, on parle de cette idéologie libertarienne assez régulièrement. On ne peut pas parler de cela sans parler d'Elon Musk et de la plateforme X, anciennement Twitter, avec cette idéologie, cette mentalité, cette philosophie du laisser-faire, la liberté d'expression portée à son paroxysme, puisqu'on réprime les réseaux sociaux, puisqu'on modère les commentaires des réseaux sociaux sans aller jusqu'au meurtre et au crime. Hein. Mais c'est la liberté d'expression. On a le droit de tout dire, on a le droit de tout entendre, on a le droit de tout lire. C'est l'essence de la philosophie libertarienne. Et pour l'apparenter, pour vous donner une idée, c'est sous ces beaux aspects de liberté, sous ces beaux aspects philosophiques, le fait de dire qu'un groupe, le groupe des plus forts, a le droit d'incendier un groupe de plus faibles. En fait, on est en train de faire l'apologie de ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez vu le film La Purge. En fait, tu as le droit, comme tu es libre de pouvoir tuer qui tu veux, tu es libre de pouvoir faire les choses. Et c'est insidieux, et c'est pour ça que j'insiste, c'est un mécanisme extrêmement pervers qui, sous l'égide de liberté, sous l'égide de... mais c'est drôle en fait, c'est de l'humour, prône des contre-valeurs. Et oui, la liberté s'arrête, et la systémique américaine, on en a déjà parlé, la liberté doit s'arrêter là où commence celle d'autrui. Et puis surtout la sécurité aussi, l'équilibre sociologique. Le nationalisme mène-t-il toujours au fascisme? Alors, ça paraît un petit peu devoir de lycée et autres, mais c'est très d'actualité. En venant au studio tout à l'heure, sur France Inter, une parenthèse, je garde mon fil. Les sujets que nous prenons ne sont pas des sujets uniquement théoriques, abstraits et intellectuels. Ce sont des sujets qui correspondent à un certain concret. Ça vous permet aussi, je le dis, je l'ai répété, de comprendre que les décisions que peuvent prendre nos dirigeants, le maire d'une commune, le directeur d'une école et autres, c'est lié conceptuellement à ce que nous traitons. C'est pas simplement, on ne joue pas ici aux savants et aux malins. On vous donne des éléments pour comprendre. On permet aux étudiants, 80% des terminales ont réussi à leur bac. On leur permet de continuer à réfléchir, même pendant les vacances, de ne pas uniquement aller, pour certains, dans les trempages ou d'autres, des zouks vrais monter, de continuer à s'intéresser à des choses qu'ils ont appris à l'école, qu'ils connaissent, en les actualisant, en écoutant nos émissions, et celles d'autres qui vont s'y mettre, parce qu'il y a un phénomène, on est quand même en quelque part, j'espère, attiré par le haut plutôt que par le bas. Alors le nationalisme, excuse-moi, mène-t-il toujours au fascisme? Écoute, tu as fait une très belle introduction. Alors d'abord, pour contextualiser un petit peu, le nationalisme, c'est une tendance aujourd'hui qui porte de plus en plus de monde sur la planète, par opposition à l'universalisme, parce que c'est bien plus simple de se ranger sous un clocher. Recroqueviller, tu allais dire recroqueviller. Oui, se recroqueviller, de se rassembler, de se retrouver autour d'une identité d'un pays, plutôt que de coopérer avec celui qui est différent de nous. Et donc forcément, les grandes tendances, quand il y a des menaces et des craintes sur la planète, on constate ce phénomène de nationalisme qui renaît un peu partout. Et la question qui est posée une fois qu'on a dit ça, c'est est-ce que ce nationalisme peut dériver vers le fascisme? C'est ça la question que tu l'as posée. Alors, il y a trois mots que je veux bien mettre en distinction dans ce débat. Il y a le mot nationalisme, il y a le mot patriotisme, et puis il y a le mot fascisme, en fait. Et pour résumer, j'ai bien envie d'abord de distinguer la notion de patriotisme et de nationalisme. Je vais le résumer peut-être en de mauvais termes, mais c'est un peu ma manière de clarifier les choses, c'est de dire en gros, le nationalisme, c'est la détestation des autres, le patriotisme, c'est l'amour de soi. Donc on a d'un côté un ressort qui permet
le patriotique veut dire on peut très bien apprécier ce qu'on est, apprécier son pays, son environnement, les siens, et ça c'est un ressort positif, mais on peut aussi se fédérer par rejet de l'autre, et ça ce serait pour moi le nationalisme. Donc déjà, et avec tous les degrés qu'il peut y avoir de rejet et d'amour dans ces deux termes. Et aujourd'hui, quand on comprend ces deux moteurs, parce que si on est nationaliste par rejet, eh bien là, on prend le risque de dériver vers le fascisme. Mais si on est nationaliste ou patriote plutôt par rapport de soi, là, on est plutôt dans une démarche identitaire positive, inclusive, d'accueil de l'autre, sans rejeter ce que l'on est, au contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien l'état d'esprit qui préside à ce mouvement qui fait que l'on peut glisser vers vers de l'inclusivité positive et vers de la force d'être dans un monde où on cherche des repères, ou alors de glisser vers des comportements fascistes. Le nationalisme martiniquais? Voilà. Et c'est vrai que, alors, je pense que les auditeurs vont faire eux-mêmes le parallèle, parce que derrière ces notions, il y a pas mal d'idées reçues. On dit que le nationalisme est forcément d'extrême droite. Ça n'est pas vrai. Le nationalisme, oui, effectivement, il drive beaucoup de mouvements d'extrême droite, ça c'est une réalité, mais pas que. Et d'ailleurs, chez nous, on voit bien les mouvements nationalistes qui existent chez nous. On ne peut pas dire qu'ils sont ni de droite ni d'extrême droite. Pourtant, ils existent. Donc là, je laisse à chacun le soin de qualifier ce qu'est ce nationalisme-là. Et enfin, là où la bascule peut se faire vers des comportements fascistes ou autoritaires dangereux, c'est quand on rajoute des notions au nationalisme qui sont des notions d'ethnicité, des notions d'exclusivité et des notions de violence. C'est ça les critères qui, à mon sens, doivent nous mettre en garde. C'est pour ça que, ici, on a souvent parlé autour de cette table des risques, des dérives identitaristes. Parce que l'identitarisme, en réalité, c'est une définition qui choisit l'obsession identitaire, qui finalement est exclusive des autres et donc n'est pas dans l'inclusivité. Et c'est en cela qu'il y a danger. Donc, le nationalisme identitaire, c'est un danger, à mon sens. Ça se traduit par le culte de la nation et le rejet de l'autre. Et le fascisme, c'est l'aboutissement de tout ça, qui est un nationalisme radical, autoritaire, raciste, avec un culte du chef. Donc, oui au patriotisme, non au nationalisme identitaire. Alors, lorsque, à Tous Créoles, dont tu es membre, oui. Vous faites la promotion de la gastronomie créole, vous faites la promotion de l'identité créole, vous faites la promotion de la langue créole. J'aime tout ça. Vous faites la promotion de la littérature créole. Et puis vous en faites tellement quelque chose d'important que vous faites une association autour de ça. Et puis vous nourrissez le rêve de réunir toutes les communautés différentes de la Martinique autour de ce qui n'existe pas dans la nation française. Alors, donc ça, c'est un comment tu dis ça? Identitarisme, c'est ça? Et qui peut être pervers, vous devez aller très loin. Vous pouvez aussi rejeter tout ce qui n'adhère pas. Des procès ont été faits à Tous Créoles pour ça. Mais tu auras noté que dans Tous Créoles, je ne pense pas qu'il y ait un membre de cette association qui ait un regard de haine vis-à-vis de l'autre. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un membre actif de cette association qui n'envisage son identité que contre autrui. Son identité ne l'envisage qu'avec avec les autres. Donc on parlait de ça en off de l'émission tout à l'heure. Se mobiliser pour ou se mobiliser contre. Eh bien, je pense que Tous Créoles se mobilise pour et jamais contre. Ce qui veut dire que c'est un nationalisme ouvert et positif. Oui, absolument. Donc, c'est un patriotisme. C'est du patriotisme. C'est une forme de patriotisme. Une forme de patriotisme. Absolument. La promotion de l'identité. Je ne sais pas. Je vais réfléchir à vos réponses et je vais vous noter après. Frédéric, on va parler de problèmes de société, donc on va prendre un petit jingle. D'accord? La situation des addictions en Martinique est plus grave qu'elle n'y paraît, malgré des données globales qui semblent rassurantes. Derrière ces chiffres se cachent
des consommations préoccupantes, notamment chez les jeunes, et de grands angles morts statistiques pour certaines addictions particulières. Tu vas nous expliquer tout ça? Oui, j'ai été surprise à la lecture de ces statistiques et c'est effectivement non seulement un signal d'alarme pour une jeunesse en première ligne, un signal qui est quantifié, et également des angles morts pour nos aînés, pour les populations les plus fragiles et les plus âgées. D'abord, au niveau des jeunes, il est inquiétant de lire que nous avons une propension au tabagisme 6 fois plus importante, déjà une propension au tabagisme, et 6 fois plus importante que dans l'Hexagone, avec des collégiens qui fument extrêmement tôt et qui, à l'âge de 17 ans, détiennent le record de tabagisme. On a également un alcoolisme qui est très important avec le phénomène du binge drinking et des API. Explique-nous ce que c'est. En fait, c'est ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des alcoolisations ponctuelles importantes. C'est-à-dire que quand on consomme, c'est pas un verre de vin, c'est pas un verre de rhum, c'est d'ailleurs voilà, à consommer avec modération, mais c'est véritablement de faire des recettes et des boissons qui sont, enfin, dont le cocktail est explosif, sans mauvais jeu de mots. L'ivresse totale. L'ivresse totale, et puis vraiment, on se renverse le cerveau. Oui. Voilà. On se retourne le cerveau, pardon. Oui. Et puis, on a aussi un paradoxe avec les consommations de cannabis et de cocaïne dont nous parlons souvent, mais le cannabis fait partie de la rampe de lancement. Bon, je ne fais pas l'unanimité en le disant, mais je crois que les drogues douces constituent une rampe de lancement pour les drogues dures, avec une situation paradoxale par rapport à l'Hexagone, c'est-à-dire que concernant le cannabis, on a une consommation qui peut sembler moindre, notamment auprès de la jante masculine, mais beaucoup plus régulière, moindre, mais un usage beaucoup plus régulier. C'est-à-dire qu'on a moins d'expérimentation, mais on consomme très régulièrement. Une fois devenu adulte. Une fois devenu adulte. Et on a une démocratisation de la cocaïne, comme vous le savez, coûteuse, mais elle est de moins en moins, avec l'essor du fentanyl, et puis le crack, bien sûr, pour toutes les populations les plus précaires, qui est la fameuse drogue de la misère, la fameuse drogue des misères, et qui continue de sévir en Martinique. Et il ne faut pas oublier le fléau des psychotropes. On ne le mentionne pas assez. Ça aussi, c'est un angle mort. Pourtant, les psychotropes, notamment depuis la Covid-19, est de plus en plus prescrite. Et alors, bien sûr que psychotropes, en cas de dépression, etc., les médicaments sont à prendre, mais on a un essor de plus de 15 à 35% de consommation de ces psychotropes depuis cette période, et déjà une moyenne nationale toujours plus élevée, et une moyenne locale en Martinique qui est elle aussi inquiétante. Et puis on a cet angle mort des aînés, toujours pour parler des psychotropes, avec cette tendance nationale de la surprescription, et qui est une forme pour nos personnes âgées de crise sanitaire silencieuse. Et on a enfin des souffrances psychiques, un passé, et puis une actualité qui ne prête pas nécessairement à l'épanouissement. Dans tous les cas, quand on consomme des drogues, c'est pour plusieurs raisons, elles ne sont pas exhaustives. Fuir un mal-être, rechercher du plaisir, faire comme les autres, principe d'identification, se sentir plus fort, se sentir plus compétent, et parce qu'on devient tout simplement dépendant. Dans tous les cas, ce que la psychologie, les psychologues en disent, c'est qu'il s'agit de fuir une réalité psychique, de fuir une réalité sociale. Et on ne peut pas parler de drogue sans parler d'accompagnement psychique. Je ne sais pas si vous le savez, mais un dispositif qui s'appelle Mon Soutien Psy est mis en place, avec une aide de 60% pour 12 séances. Je le dis parce que peu de personnes le savent, notamment pour les personnes jeunes, angoissées, déprimées, mal-être, avec un mal-être. Et la souffrance psychique, le mal-être, la misère sociale également, sont autant de leviers qui accélèrent, qui accentuent
la consommation des drogues et la font devenir un véritable fléau. C'est vrai. Merci pour l'information. Nous avons un sujet qu'on va traiter maintenant. J'ai interrogé un jeune qui régulièrement utilise les transports en commun pour lui demander d'abord s'il paie les transports en commun en Martinique. Il m'a dit comment il fait. J'ai demandé comment font les autres. Autre que s'embarquer, ils disent pas à payer, c'est moi qui ceci, qui cela. Les chauffeurs ne s'en occupent pas. Ce qui fait qu'en réalité, les recettes sont excessivement minimes pour le transport à la Martinique. C'est la raison pour laquelle j'ai l'exemple d'une ville, c'est Rouen, je crois, d'un sujet, qui vient instituer progressivement. Donc là, j'ai pensé que ce serait intéressant de faire des comparaisons et de donner à Emmanuel à traiter ce sujet. Oui, mais c'est un sujet très intéressant parce que là, on touche à la vie quotidienne des gens. Et le transport en commun en Martinique, c'est une véritable problématique. Il y a encore beaucoup de gens qui n'arrivent pas à accéder correctement aux usages du transport en commun. C'est compliqué de circuler dans ce pays. Il y a le taux de propriétaires de véhicules neufs fait partie des 10 pays les plus importants au monde, la Martinique. Donc ça veut bien dire que cette surcapacité à détenir un véhicule montre en creux la faillite du système de transport en commun. Donc c'est important de s'y pencher et ça fait partie des sujets sur lesquels nos élus, nos acteurs locaux doivent trouver des solutions positives. C'est important puisque là, on est vraiment dans le quotidien des gens. Et il y a un débat, et je pense qu'il est légitime de le poser, c'est la gratuité du transport public en Martinique. Et c'est d'autant plus légitime de le poser qu'en réalité, quand on regarde les comptes, semble-t-il, des activités de transport en commun chez nous, sur certaines lignes, c'est à peine 1% de la billettique qui contribue au chiffre d'affaires, au financement de ce service. Donc, à 1%, est-ce qu'il ne faut pas carrément se dire, eh bien, on rend gratuit et puis on fait l'économie des services de billettique, parce que ça coûte cher d'avoir une billettique entretenue, d'avoir des contrôles. On fait l'économie des contrôles. On réorganise les choses autour d'une logique assumée de rentabilité et les moyens, on les met à ce moment-là plutôt sur la qualité même du service. Voilà le débat. Alors, à Rouen, effectivement, c'est une ville, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait parce qu'ils l'ont fait de manière progressive. Ils ont fait les mêmes constats que ce qu'on peut faire chez nous, mais plutôt que de dire on bascule d'une logique d'un service payant à une logique d'un service gratuit totalement, on va procéder par étapes. Donc, ils ont commencé par exonérer une catégorie d'usagers, les jeunes, pour commencer. Ensuite, ils ont dit on va tester, voir ce que ça donne si on rend gratuit le week-end, le samedi, etc. Donc, ils ont fait des tests. Et pourquoi ils ont fait ces tests? C'est pour bien mesurer l'impact d'un discours de gratuité sur le volume des usages qui pourrait rendre le service très dégradé. Parce que si brutalement on triple les usages, aujourd'hui, le service actif ne saura pas faire face. Et on aura à la fois un service gratuit, mais qui dysfonctionne encore plus qu'il ne dysfonctionne aujourd'hui. Et là, ce serait une catastrophe, parce que là, ça renchérirait fortement les coûts du transport. Parce que malgré tout, la gratuité, si elle existe pour l'usager, le coût du service est toujours là. C'est bien qu'il est payé il est quand même payé, pas par l'usager, mais par vous et moi, à travers nos impôts. Donc, il faut aussi faire attention à ce que la gratuité n'augmente pas le coût de ce service pour la collectivité. C'est ça le sujet. Mais je pense qu'il faut ouvrir ce débat sereinement. Et parce qu'aujourd'hui, il y a plein de bonnes raisons qui justifient de pousser les réflexions. D'abord, on est dans un territoire qui est marqué par la vie chère, on l'a suffisamment dit, et parmi les postes qui grèvent le budget, contrairement à ce qu'on a entendu souvent dire, bien plus que le panier de consommation alimentaire, c'est le transport, qui est un des premiers points qui pèse sur le panier d'un foyer martiniquais, et donc, et avec des dysfonctionnements aujourd'hui qui sont réels et qu'il convient d'améliorer. Donc l'effort sur le transport est à faire, et pourquoi pas
l'idée d'aller progressivement vers une gratuité, un peu à l'image de ce qu'a fait la ville de Rouen. Je retiens le progressivement. Moi, je veux dire la chose suivante, c'est que je suis très heureux de voir que Martinique Transport, aujourd'hui, dessert la Martinique. Il me semble, hein, parce que moi, je suis dans des quartiers urbains, je vois Martinique Transport, je me dis, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est le plan des principes. Ah bon, alors, à un autre niveau, je me dis, très souvent, parce que souvent, les bus sont vides. Je vais, par exemple, voilà, dans mes quartiers, en tout cas, je vois que les bus sont vides. Ça veut dire que il n'y a pas la rentabilité. Je veux dire que l'économie de la chose pose question, pose une interrogation. Alors, gratuit ou pas gratuit, dans le système économique, normalement, je pense qu'on pourrait s'attendre à ce qu'au moins 20% soit généré par les paiements, ce qui a abouti à quelque chose d'économiquement viable, quoi. Et puis, le dernier élément, c'est que j'ai un peu le sentiment qu'on ne fait pas suffisamment la promotion de Martinique Transport pour inciter les gens à prendre les autobus. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait cette incitation qui a existé en France métropolitaine. On fait parfois la promotion de la RATP. Donc il est intéressant, à mon avis, d'inciter les Martiniquais à utiliser ces outils qui sont mis à la disposition. Voilà. Pensez-vous que nous sommes écoutés? Encore faut-il qu'il fonctionne. Ah. Oui, quand il fonctionne. Oui. Mais une chose va avec l'autre. Parce que la pression des usagers et les exigences des usagers entraîneraient un respect de ces usagers là, c'est un autre débat. C'est lié à la structuration, au millefeuille de l'histoire même des transports publics. Je crois que c'est lié à ça. En tous les cas, la décision relève d'un choix politique. Je n'ai pas pu causer le débat, mais je pense que Louis Boutrin en avait fait une question à la collectivité et il exposait exactement cet argumentaire. Mais je n'ai pas vu la suite. Je vais l'interroger pour savoir un peu ce que devient ce sujet. Et pourquoi il ne s'y accroche pas? Est-ce qu'il a dû recevoir certainement une fin de non-recevoir définitive de tous les autres. Il dit, mais non, avec un jugement à courte vue, sans avoir étudié le dossier. Mais non, déjà, il n'y a pas qu'à payer, il faut qu'il faille payer, et puis la rentabilité. Donc, sans analyse globale, et que nous essayons de faire humblement, jusqu'au moment où nous allons faire une liste, et puis on va se présenter aux élections. Hein. Puis c'est tout, et puis on prendra leur place. Frédéric. Non, je plaisante. On n'est pas entraîné de la colère et la haine. Je pense que maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? À parler de musique, non, c'est ça? Si vous voulez. Oui, musique, tu as le temps. J'ai opté cette fois pour faire un clin d'œil à la Guadeloupe et à un compositeur qui n'est plus avec nous malheureusement, mais qui a, à mon avis, alimenté notamment le zouk avec des mélodies, des harmonies extrêmement... Voilà, je veux parler de Gilles Floro, qui est né en 1964 et qui a disparu en 1999, assez jeune. Il est né à Saint-Claude, en Guadeloupe. Il est décédé à Gouroubert. Dès 14 ans, il se révèle comme un prodige du clavier. Il enregistre son premier album en 86, qui s'appelle Diamant d'ébène, et je vous invite à voir une première vidéo, Diamant d'ébène. Et même si nous sommes soleil derrière vous, c'est vous qui avez la pluie dans notre ciel. Alors je me réjouis que Frédéric aime Gilles Floro également. J'apprécie beaucoup. Tu apprécies beaucoup. Voilà, ben, on est tous pareils. Alors, son premier groupe s'appelle Jazz Power, qu'il fait avec son frère qui s'appelle Jean-Claude Floro. Et son talent de pianiste s'exprime très rapidement et il participe à plusieurs groupes. Express Band, les Aiglons, le groupe Pacala, les Vikings de Guadeloupe. Et puis Gilles Floro fut un musicien de studio très sollicité. Il a participé à énormément d'albums. Alors je vais vous parler du compositeur aussi. Et avant, je vous fais écouter Absence, qui est un succès également. C'est une composition de Gilles Floro.
plaisir à écouter ces mélodies, de l'émotion, de la douceur, de la sensibilité, du développement mélodieux. Tout ça, si vous voulez, c'est Gilles Floro. Et c'est pour ça que moi, je suis encore pénétré, comme vous tous, hein, de la traduction, en tout cas, de ses œuvres. Alors, à 35 ans, il a déjà fait 8 albums. Il a beaucoup de succès. Et puis, il a joué aussi. Alors, déjà, je vais vous faire savoir qu'en 87, il fait un album, I Love, qui avec À pas parole en l'air, c'est un beau succès. En 88, il fait un album Mona Lisa. 89, un album Gilles Floro. En 91, Oh Doudou Yes. En 92, l'album Spiritual. Chaque année. Vous voyez. Comme moi, j'ai participé beaucoup à ce que j'appelais l'économie du disque, hein, l'économie de la musique enregistrée, et c'était intéressant de voir quelle capacité de production, autant en Guadeloupe qu'en Martinique, il y avait à cette époque, avec des multitudes d'œuvres qui étaient proposées alors, à la population. On va trouver la 4e vidéo avec un titre aussi qui a cartonné, qui s'appelle Fréquence. Corrigez vous-même, hein, ça c'est Désir. Hein, je me suis un peu... voilà. Et j'ai tenu aussi à identifier cette œuvre, qui est une salsa, mais composée de main de maître, avec tout ce qu'il y a en matière de percussion, en matière de reprise mélodique, avec les riffs des cuivres. C'est vraiment une traduction de l'identité hein, créole, comme on dit. Exactement. Puisque, si vous voulez, c'est des rythmes de Puerto Rico, de la salsa, qui ont été intégrés par Gilles Floro. Désir. Alors voilà, je continue. En 94, il a fait l'album 50-50. En 95, l'album Cristal. En 97, l'album Esquisse. En 98, l'album Sans prévenir. Voilà. Et puis, Fréquence, on arrive effectivement à cette chanson Fréquence que je vous invite à partager. En l'estation l'amour, fréquence miel, toujours sa chaille moins. Devant passion et derrière émotion, pour décider en voter moins pour longtemps. Ah ouais, nous voyager sans même poser question. Assignage l'amour, pas qu'à contrôler, non, fréquentiel, pour la pas besoin zèle, même si c'est rêve, moi, péché, j'ai dit ouayen, dit ouayen. Ça m'a fait plaisir de voir que tout le monde swing, tout le monde danse ici. C'est super, voilà. Alors, en 2004, plusieurs artistes lui ont rendu hommage. Beaucoup de femmes, hein, en enregistrant un album Les Copines à Gilles Floro. Parmi ces artistes, il y a eu Jocelyne Béran, Dominique Zorobabel, Claude Faustin, Léa Galva, Cristiano Bidol, Claudine Pénon, Queen Sheba, Marie-Josée Gibon, voilà, ils ont rendu hommage. En 2009, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il est décédé à Goubert. En 2009, la Maison de la Culture de Goubert a été inaugurée au nom de Gilles Floro. C'est une reconnaissance qui est, en tout cas, qui est inscrite. Et qui, voilà. Il a créé 123 compositions, quand même pas mal, voilà. En 2019, Kalash lui a rendu hommage également. J'ai cité un certain nombre d'artistes, mais il a beaucoup fréquenté aussi Jean-Claude Némraud, et Jean-Claude Némraud a tenu à lui rendre hommage. Et tenez-vous bien, le titre que vous allez écouter avec Jean-Claude Némraud, qui a
composé par Gilles Floro et Jean-Claude Nemo. Il a près de 2 millions de vues sur le numérique. Ça s'appelle Belle Parole pour un femme, que je vous invite à découvrir. Anti-larme qu'a coulé, anti-goût salé, quatre chimères l'amour, et chimères l'envao. Soufawa contre-temps, fait moins troubler souvent. Contiflet innocent, qui déjà las prend vent. L'amour pacifique, rempli moment magique. Caresse passif pour un bisou mystique. Car moi tout content, ça pas arrivé souvent. On film en noir et blanc, moi qui songeais longtemps. Voilà, alors quoi de mieux? Moi, je trouve que c'est très bien que Jean-Claude Nemo, quelques années après le décès de... Voilà, contribue à faire revivre sa mémoire en interprétant, peut-être tout seul, mais en interprétant cette composition qu'ils ont fait ensemble. C'est l'occasion, encore une fois, de dire, je sais que je vais un petit peu embêter les gens, comment le zouk est un produit d'exportation, comment la musique antillaise aujourd'hui aussi est un élément de la valorisation de nos territoires. Et quand je vois qu'on polémique Cassava et l'Élysée, moi je suis fier. Je suis fier, parce que c'est comme si notre Rome est à l'Élysée ou ailleurs, que nos productions, si vous voulez, aujourd'hui, participent à la construction universelle. Quand je vois Rachid Dati danser du zouk, je me dis, ben, on a gagné. Et encore, on a presque gagné parce qu'il nous reste toujours à faire. Mais c'est à nous de mettre notre génie, notre intelligence au service de la promotion de nos territoires et faire en sorte, en tout cas, que nous soyons des modèles quoi, pour le monde, et puis dans l'attractivité, dans l'inventivité, dans la diversification de nos créations. Voilà, ça, c'est la littérature, c'est le cinéma, c'est la musique. Et donc, c'est le combat. Voilà, je veux remercier encore une fois Gilles Floro, Jean-Claude Nemo, Cassa, Jean-Philippe Martelly, Malavoie, et tous ceux qui contribuent à notre expression mondiale, quoi. Voilà. Est-ce que vous pensez que les nouvelles expressions des jeunes modernes auront ce retentissement international? Pas de jugement. Pourquoi pas Kalash de côté, mais bon, c'est tout ça, les Antilles aussi, la diversité. Il faut de l'espoir. Vous n'excluez rien du tout. Ah oui, moi j'espère. J'espère que nous allons rayonner de plus en plus fort et que nous prendrons exemple sur ces générations. Mais quand même, moi je suis désolé, je suis un vieux papy. Nostalgique. Grognard. Ben, ce système-là où on remue le derrière fort, on appelle ça comment? Le chata. Je ne sais pas, mais je n'en dirai pas plus. Et je vous, sur cette note peut-être négative et pessimiste, tu voulais dire quelque chose quand même? Non, mais je voulais dire beaucoup de choses, mais enfin, je parle pour l'instant d'éducation esthétique. Oui, l'éducation, c'est un élément qui est central dans la pérennité d'une population. Si on veut construire un pays, un peuple, comme on dit, une nation, oui. Voilà, il faut l'éducation, apprendre à vivre ensemble. Ce n'est pas par la violence que nous allons régler les problèmes, c'est par l'intelligence et la paix, la recherche de la paix. Voilà. Oui, mais enfin, il y a un pays qui s'appelle le Bhoutan, c'est ça. Hein? Oui. Mais enfin, en tous les cas, j'espère que le chata aura cette dimension un jour. Je vous remercie beaucoup. On ne sera peut-être pas les mêmes, mais vous serez quand même là la semaine prochaine. Oui. Oui, on peut difficilement te lâcher. Bon, j'espère que vos autres petits camarades reviendront et nous aideront. On va en profiter, puisqu'il nous reste 1 minute. Ça fait longtemps qu'on n'a pas remercié Johan, Mehdi, bien sûr, David, Flore, Max et Tutti Frutti. Et le petit Jésus. Bon, non, je plaisantais. Et puis à vous qui, laborieusement, vous nous suivez dans nos pérégrinations, parfois peut-être dans nos excès, je ne sais pas si on exagère ou si on est suffisamment modéré. En tous les cas, je vous souhaite une bonne semaine. Les vacances vont commencer, alors attention, pas trop d'alcool, pas trop d'épices dans les trempages, pas trop d'excitation, gardez la sérénité, lisez. Bon, laissez-vous aller regarder les films sur les... Je ne dirais pas quelle chaîne, on n'est pas payé pour ça. Enfin, vous savez où, hein, en streaming. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir.